Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attaque? Oui, on attaque. Ouais. Je commence à partager l'écran. Dis-moi. Donc, je pense qu'on va aussi présenter les personnes qui sont présentes comme présentatrices, présentateurs. Donc, de la part de Prime Target, c'est moi-même, Tatiana Méron, et Charles Ecodo, que vous voyez. Bien sûr, Stéphane Santia-Andrews, qui est le principal instigateur de ce webinaire et avec qui on collabore depuis un petit moment. Il y a aussi Christelle Maffre, qu'on n'a pas présenté, aussi qui accompagne les entreprises à l'international, surtout sur les États-Unis et surtout sur la priorisation du pays. Voyons. Donc, au fur et à mesure, on va laisser entrer les personnes dans la réunion. Stéphane, tu veux dire un mot de bienvenue, d'introduction? Oui, avec plaisir. Ben, moi, je suis ravi qu'on soit tous ensemble. Ravi que Tatiana euh, ait, ait accepté de, de se libérer pour nous proposer un de ses services. Hein. Pour mémoire, Tatiana fait partie du vivier d'une poignée de consultants de BPI France qui accélèrent nos sociétés à l'international, pour celles qui le veulent. Et, euh, et il se trouve qu'elle a développé cet outil qui est redoutable d'efficacité. Et l'idée, c'était de partager et puis que chacun après se l'approprie et surtout de partager à son tour cette information qui est un magnifique outil d'aide à la décision. Et quand je dis partager, c'est que la force du collectif pour faire en sorte que nos boîtes se développent plus en plus à l'export et que celles qui n'y sont pas y aillent, c'est vraiment l'affaire de chacun. Donc, merci de votre présence ce matin et puis merci de votre attention pour diffuser le message. Voilà. Et après, moi, je vais reprendre la parole juste à la fin. Oui, exactement. Et peut-être que tu pourras aussi intervenir. On va faire de manière cette présentation un peu interactive. Donc, si je peux demander aux personnes qui assistent juste de mettre en mute leur microphone, comme ça, on peut profiter d'une bonne qualité. Alors, Oui, je vais commencer. et Oui, au fil des avancées, si les uns les autres ont besoin d'intervenir, de poser une question, c'est le moment. On est ensemble de 9 h à 10 h, donc faut le faire. Hein. oui. Et il y a aussi bien sûr le chat qui est ouvert. Vous pouvez noter directement les questions dans le chat. Mais comme je partage l'écran, je ne pourrai pas le voir, donc vous pouvez directement les poser, les questions, et c'est beaucoup plus interactif, plus intéressant pour tous. Il y a aussi Tanguy Fradé qui nous a rejoint. Bonjour Tanguy. Il y a encore Nicolas. Tanguy va intervenir un tout petit peu pour présenter les accélérateurs. Et donc, on démarre. Donc, je vais commencer la journée. Donc, encore une fois, merci pour cette dynamique, Stéphane. BPI France accompagne de nombreuses entreprises à l'international. Et ils agissent de manière nationale, mais aussi régionale. Et Stéphane est un exemple qu'il faut qu'on donne tous du point de vue dynamisme pour accompagner les entreprises dans sa région. Donc, encore une fois, merci Stéphane. Donc, je vais commencer avec une introduction de Prime Target, de la société et de ce logiciel que nous avons créé et pourquoi il a été créé. Il y a une réalité à l'international qui nous dicte comment on doit agir. Donc, il y a deux chiffres que je voudrais proposer aujourd'hui, que ça prend 1 à 2 ans pour développer un pays.
Donc, du moment qu'on a décidé ce pays, on l'a choisi, on a commencé à faire des actions sur un pays, ça prend 1 à 2 ans, pour réaliser un chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une moyenne pour les PME qu'il faut prendre en compte dans toute construction d'un plan d'action à l'international. Et une PME à moyenne peut développer 1 à 2 pays par an. Donc, c'est lié aux ressources, aux capacités, aux ambitions, juste à la spécificité d'une PME. Donc, 1 à 2 ans pour développer un pays et 1 à 2 pays par an. Donc, quand on garde en tête ces 2 chiffres-là, et si aussi on prend en compte le fait qu'on souhaite, quand on va à l'international, on va pourquoi? Pour augmenter le chiffre d'affaires, pour augmenter notre performance, pour voilà, peut-être voir une dynamique plus intéressante que sur les pays domestiques, pour aussi faire de l'innovation. Donc on voit qu'en fait, toute cette décision de choix du pays, elle est importante. Et on voit aussi que les PME n'ont pas vraiment de bons outils pour choisir les pays les plus performantes. Déjà, les grands groupes, et ils vont investir énormément dans l'analyse de pays pour choisir les bons pays. Et les PME n'ont pas ces ressources-là. Une étude comme ça de priorisation de pays peut coûter entre 20 et 40 000 euros pour un grand groupe, pour un ETI. Donc, les PME ne peuvent pas se permettre ce type de ressources. Donc, c'est de cette idée-là que j'ai créé cet outil. Donc, PrepTarget, c'est quoi? C'est une équipe d'experts, une société française de conseil, experts en une niche dans le conseil, ciblage et priorisation de pays. Comme je disais, on est des experts dans le commerce international et on a créé ce logiciel qui nous appartient, un logiciel propriétaire qui est spécifique pour la priorisation de pays. Aujourd'hui, PrimeTarget a accompagné plus de 350 entreprises et vous allez voir que nous, comme vous, on est une équipe internationale, une société française, mais qui va aussi à l'international. Mais qu'est-ce qu'on propose, nous? Donc, je disais, on fait des études de priorisation de pays. Encore une fois, quand j'ai créé PrimeTarget, je me suis dit que je veux quelque chose de compréhensible, simple, facile à comprendre pour les PME. Donc, on a des études de priorisation on appelle market ranking, de 5, 10 ou 20 pays, avec des données de confiance, analyse d'experts et facile à comprendre. Vraiment, c'est un outil pour les PME qui ne doivent pas passer des mois et des mois dans cette analyse et aller sur la base de données de confiance direct vers l'action. Donc, nos avantages par rapport à d'autres façons de faire la priorisation de pays, c'est que nos études sont livrées à maximum 2 semaines. Aujourd'hui, comme je disais, plus de 350 entreprises nous ont fait confiance. Donc, plus de 50 secteurs, on a déjà analysé. Donc, chaque entreprise a sa problématique. Plus de 90 pays. Les pays d'une entreprise à une autre ne se répètent pas. Quelqu'un s'intéresse à l'Asie, l'autre s'intéresse à l'Amérique, quelqu'un d'autre s'intéresse à l'Afrique. Et aujourd'hui, plus de 2000 indicateurs, on a utilisé complètement différents d'une société à une autre. Donc, nous, plus de semaines, multisectorielles, multi-pays, on peut s'adresser à n'importe quelle société. Et on va voir un exemple tout à l'heure avec Sabi Agri qui a joué le jeu et qui nous a aidé un peu faire une petite démo pour nous démontrer comment nous on fonctionne. On a à cœur vraiment l'accompagnement des PME et ETI. Donc, vous voyez quelques références et on remercie BPI France de nous faire confiance et BNP Paribas aussi nous envoie quelques clients qui ont besoin de la prise de décision pour la priorisation de pays. Donc, tout comme vous, PrimeTarget, on a un outil, on a ce logiciel, on est aussi des exportateurs. Aujourd'hui, on exporte notre service, notre outil aux États-Unis, en France. Vous voyez, on est une entreprise française, mais notre marché principal aujourd'hui, nos marchés deux principaux sont aujourd'hui France et les États-Unis, mais on a aussi des clients en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Corée du Sud et en Australie. Donc, vous voyez, on est aussi dans le même bateau avec vous. Donc, en fait, quand est-ce que la société
se pose la question de faire une étude de priorisation du pays. Moi, j'ai apporté, je voudrais, avant d'aller sur des exemples plus concrets, je voulais apporter l'exemple de pardon, excusez-moi, deux sociétés complètement différentes. Donc, le premier, c'est une ETI. Donc, vous voyez un chiffre d'affaires de 120 millions de chiffre d'affaires, 50% de son chiffre d'affaires déjà à l'export. Hein, c'est un leader quasiment en Europe sur son secteur d'ameublement. Cette société, elle fait du e-commerce. La problématique est plus le côté diversification. Donc, l'entreprise réfléchissait au prochain pays grand export. Donc, oui, l'Europe, c'était un acquis. Donc les étapes qu'ils voulaient suivre, ils voulaient aller à l'international, mais dans le grand export. Aux États-Unis, ils ont déjà ouvert une filiale, donc c'est les autres pays qu'ils voulaient analyser. Au sein de l'équipe, ils voulaient aller, ils se sont dit que c'est possible que c'est les Émirats ou le Japon, ça devait être ces deux pays-là qui devaient y aller. Mais il y avait beaucoup de doutes au sein de l'équipe, donc finalement, ils ont dit, non, finalement, on va faire appel à toi. Voilà les 14 pays que nous, on a présélectionnés. On voudrait que tu nous aides, voir où est-ce qu'il y aura plus de succès. Donc, quels sont les prochains pays? Même après 50% de chiffre d'affaires d'export, ça ne veut pas dire que c'est fini. Donc, on a analysé ces 14 pays tout en mesurant le potentiel du marché de ameublement dans le e-commerce, avec la spécificité de cette entreprise, parce que c'était des meubles un peu style épuré, nordique. On n'est pas sur le luxe, mais on est sur une gamme un peu premium. Et aussi, donc on allait garder à la fois la concurrence, l'adaptabilité du produit, la possibilité de la société d'adapter les produits. Il le souhait, ce n'est pas uniquement la possibilité, mais aussi le souhait d'adapter le produit. Il faudrait peut-être qu'on les garde. Il y a une personne qui devrait couper le micro. Et donc, ce qu'on avait, on a abouti sur un résultat où il y a l'Australie et le Canada qui sont sortis comme pays prioritaires et donc complètement différents de l'idée que la société avait avant. Donc, on a considéré que les Émirats, le potentiel n'était pas voilà, n'était pas énorme, n'était pas important. Et en plus, le style des meubles n'était pas forcément apprécié, ce pas la priorité. Et le Japon, marché très intéressant, mais on a vu qu'il y a beaucoup d'adaptations qu'il va falloir faire pour pouvoir entrer sur ce marché. Et notamment, c'était un des indicateurs que l'entreprise voulait voir, c'était la taille des appartements, parce que c'était plus de meubles pour des grands appartements, grandes maisons. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc finalement, vous voyez, on a commencé l'idée des Émirats, Japon, et on a arrêté la décision, et l'équipe a complètement adhéré, que c'était plutôt l'Australie et le Canada, parmi les 14 pays qu'on a analysés, qui étaient plus pertinents. Le deuxième exemple, complètement différent, on a accompagné une start-up, donc c'est une legal tech, c'est des services juridiques dématérialisés. Là, c'était aussi au sein de l'équipe un peu de tension, c'est que ils voulaient se lancer sur d'autres pays et il y avait beaucoup de doutes, tension entre les deux cofondateurs. Il y a un qui penchait vers le Canada et l'autre vers la Tunisie. Les réflexions, elles étaient complètement différentes. C'est-à-dire que celui du Canada, il pensait que le potentiel économique, donc la taille du marché est plus importante au Canada, donc on doit aller là-bas. Et le deuxième, il disait, oui, d'accord, Canada, c'est très important, mais moi, j'ai un fort potentiel en Tunisie, donc je veux aller là-bas parce qu'il y a aussi du marché. Il y a aussi un fort marché. Donc, ils sont venus me voir en disant, est-ce que tu peux nous aider un peu dans cette prise de décision et est-ce que tu peux nous accompagner sur cette problématique? Donc, on a fait cette analyse. Ça peut paraître évident, mais
les gens, nous, les personnes, on s'attache beaucoup à notre croyance. Donc, finalement, il faut montrer souvent les données et accompagner de manière assez bienveillante, mais aussi très factuelle sur le potentiel de pays. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a en jeu? Et en jeu, il y a quand même je regarde mon timing parce qu'il faut que je respecte aussi. L'enjeu, c'est pourquoi il faut aller d'un pays à un autre. Il faut quand même que l'entreprise survit, il faut quand même qu'il y ait une performance. Et n'oublions pas que ça prend 1 à 2 ans pour générer un chiffre d'affaires sur le pays. Donc, si on s'investit tout ce temps sur un pays qui n'est pas le plus performant, on met quand même parfois même en danger la société elle-même. Et pour les startups, c'est évident que c'est un enjeu important. Voilà les 2 exemples que je voulais apporter. Et donc, Prime Target, avec notre logiciel, mais aussi avec nos services d'aide à la priorisation de pays, on accompagne de différentes sociétés. Et donc, BPI nous fait confiance pour accompagner leurs clients à eux. Et donc, je voudrais continuer cette journée avec un autre exemple. Donc, on a Audrey et Tanguy. Audrey qui est la responsable export de Wogs, expert et leader de l'ultra-personnalisation. Audrey va nous dire plus en détail ce qu'ils font. Et Tanguy Fradé, le responsable conseil de BPI France, il a fait un accompagnement propulseur export pour Wogs. Et donc, je voudrais peut-être, on commence avec Tanguy et Audrey. Peut-être on commence avec Tanguy qui présente un peu le propulseur et son accompagnement. Oui, bonjour, merci Tatiana. Donc en fait, je me présente, je suis donc Tanguy Fradé, responsable conseil. Je suis rattaché à la direction de l'accompagnement et en fait, il y a un peu plus de 10 ans, BPI France a mis en place des programmes qu'on appelle accélérateurs qui visent à accompagner les dirigeants dans leur réflexion de développement, dont l'international. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Woves est rentré dans un accélérateur. Et le but de ces accélérateurs repose en fait sur trois piliers: du conseil, de la formation et de la mise en réseau. Et donc, dans la problématique que vous avez de son développement international, donc, nous avons conduit une mission de 10 jours. 10 jours, c'est court, mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut être efficace. Et donc, moi, j'avais déjà testé l'outil de Tatiana. J'étais convaincu de la pertinence. Et puisqu'en fait, de manière très rapide, on arrive à avoir une priorisation pays. Et ensuite, en découle aussi une étude de marché sur les concurrents en place et puis les éventuels distributeurs. Donc, convaincu de la pertinence de l'outil, j'ai donc mis en relation Tatiana avec la société Woves, qui est une très belle société en hypercroissance, très implantée sur le marché français, mais qui cherchait à se développer sur le marché européen. Et donc, la mission a été conduite par Tatiana sur à la fois la priorisation, la connaissance concurrence et aussi le road to market. Et je laisse du coup Audrey en dire un petit peu plus. Bonjour tout le monde, merci Tanguy pour la petite introduction. Donc effectivement, nous on a fait appel au service de Tatiana et de Tanguy pour trouver vraiment une solution d'export, puisqu'aujourd'hui on est vraiment leader sur la petite série comme l'introduisait Tatiana, et l'ultra personnalisation de contenants réutilisables. Donc toutes les images que vous voyez sur l'écran partagé, donc du verre en verre au gobelet, à la gourde, au mug, etc. Donc, sur tout support, on propose l'impression digitale dans notre usine qui est située à Oyonnax. Et donc, aujourd'hui, le marché français, on est quand même assez présent dessus, voire leader, comme je le disais. Et on a décidé de tenter l'aventure européenne. Donc, nous, c'était plutôt des questionnements sur les pays européens qu'on a demandé à Tatiana. Et donc, voici les résultats qu'on a obtenus. Au-delà d'avoir cette information finale du ranking des pays et de la pertinence pour notre entreprise, on a eu aussi une super étude de marché qui a été fournie
de connaître les consommations par pays, par exemple du nombre de litres de bière consommés par personne et par an. Nous, ça nous permet d'avoir un recul et savoir, le marché, connaître l'envergure du marché par pays. Donc on a eu aussi les tendances de marché, voir si, les consommateurs étaient de plus en plus dans une économie circulaire, réutilisable, puisque c'est aussi ce qu'on prône à travers nos contenants réutilisables personnalisés. Donc on a eu tout ce package qui, nous a permis de, donc distinguer 2 pays, clés pour nous et de focaliser nos efforts, là-dessus concernant l'export, donc ont été l'Allemagne et le Royaume-Uni et grâce à cette étude, on a déjà pu mettre en place nos premières étapes, donc notamment en Allemagne en mettant, quelqu'un qui prospecte, directement sur l'Allemagne. Le marché du Royaume-Uni est un petit peu spécial, avec le Brexit et cetera, mais justement, on a adapté nos produits, au marché, du Royaume-Uni, notamment avec des normes et des législations, britanniques. Donc voilà, si j'ai tout résumé, dites-moi, sinon je peux continuer. Non, mais c'est très bien. Et donc, j'ai compris aussi que vous faites quelque chose sur le Pays-Bas, c'est ça? Pour le moment, le Pays-Bas, alors moi, je suis en congé maternité, donc si le Pays-Bas a été fait, dans les mois qui qui sont passés, sûrement. Je sais qu'on avait mis en place avant mon départ, vraiment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Oui. Et après, par contre, effectivement, en amont de votre étude, on avait déjà commencé, mais sans vraiment avoir de plan spécifique, plutôt par, opportunité. Mhm. Effectivement, on a des clients aux Pays-Bas, mais c'était vraiment, des D'accord. clients, on va dire opportunistes, mais non pas un développement du marché tel quel, quoi. Oui. Chose qu'on met en place, en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, on voit que, en fait, ce questionnement, donc avant qu'on a travaillé, je pense que vous étiez déjà au courant, bien sûr, qu'il y a du potentiel en Europe, n'est-ce pas, Audrey? Ce n'est pas moi qui vous a dit qu'il y a un potentiel Non, en non, Europe. parce que ça a bien appuyé et on a eu au moins des données vraiment chiffrées, grâce à votre étude. Donc c'est vraiment ce qui nous manquait initialement et ce qui nous a permis d'avoir vraiment une structure et vraiment des données chiffrées, qui sont assez conséquentes. Donc ça nous a, beaucoup aidé là-dessus. Et c'était aussi, on a aussi regardé par rapport à, c'est pas que la taille de marché, mais aussi pour voir avec quel pays vous pouvez travailler plus facilement du point de vue les ressources que vous avez déjà au sein de l'entreprise. Donc, on cherche toujours un retour sur un investissement maximum. Donc, je me rappelle qu'initialement, on parlait plutôt de l'Espagne, non, de l'Italie. Et finalement, on a vu qu'en fait, les pays où il y a plus d'adoption un peu de votre valeur ajoutée que vous apportez, c'était plus, donc les marchés qui étaient plus intéressants pour vous, c'était plus l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais Et Tatiana, comment tu fais justement pour arriver à déceler que le marché est plus intéressant en Espagne qu'en Allemagne ou etc. ah oui, il y a beaucoup de données qu'on va aller chercher, des données quantitatives. Comme je disais, pour WOBS, c'est important que le pays consomme des choses lors des festivals, lors des différents des mariages. Donc, on parle vraiment de la ultra personnalisation, c'est-à-dire que Audrey, si je me rappelle bien, vos clients principaux, c'était les gens qui vont se connecter sur les sites des e-commerce, commander pour leur fête des verres avec leur nom, avec leurs photos. Donc, vraiment la ultra personnalisation, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Notre cible, on a 2 cibles. On va avoir une cible qui va être revendeur, où là, ce seront des marchés un petit peu plus conséquents. Ça va être, par exemple, des agences de publicité qui ont des clients qui souhaitent effectuer des événements. Donc là, on est vraiment sur la partie, B2B et on a une très grande part de notre chiffre d'affaires aussi qui est liée aux consommateurs, privés Oui, comme vous et moi. B2C, Si vous voulez, exactement.
si vous voulez organiser un anniversaire, une fête avec, par exemple, l'anniversaire de votre enfant, vous marquez le nom de votre enfant, son âge et vous le distribuez à chacun des invités. Ça, c'est également une de nos cibles et c'est ça en France, on sait que c'est réalisé. Est-ce qu'en Allemagne, ça l'est? Est-ce qu'en Espagne, ça l'est? Est-ce qu'en Italie, ça l'est? Très bonne question. Et donc, ce qui était intéressant, vraiment, je ne me rappelle pas trop de tous les chiffres, mais je me rappelle qu'on a vu qu'en Allemagne, les gens se mariaient énormément. C'est ça. Et le marché du mariage est énorme. Et alors que, comme ça, de tête, je dirais pas, mais quand on allait regarder les données, souvent que les études, quand on les fait, on découvre lors de l'étude plein de choses. Donc, ce n'est pas une étude qui reste quelque part posée et on va la sortir. On va la proposer à différents clients. Non, pas du tout. Les données, chaque fois qu'on va les chercher, c'est pour le client lui-même. Et donc, on a vu, par exemple, des spécificités et même on est allé dire, pour le Royaume-Uni, ça serait plutôt le marché de la bière pour les festivals, et l'Allemagne, c'était plus le mariage. Donc, en fait, il y a aussi une façon de dire d'aller par segment d'activité. Et donc, oui, donc on va aller chercher des données qui vont prédire la demande, Stéphane. Donc, vraiment, on va mesurer, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces produits, les gens? Donc, c'est ça qu'on va chercher de un peu identifier. Et donc, pour continuer, donc on va continuer. Merci beaucoup, Audrey, et de ta disponibilité. Tu transmets mes salutations à Damien aussi, de sa confiance. Merci d'avoir libéré. Excusez-moi. Oui. On a une question. Ouais, j'aurais une petite question pour Audrey. La démarche, elle a été initiée quand? Et du coup, est-ce que vous avez déjà des retombées? Alors, Pardon, excusez-moi, j'essaie de récupérer. Donc, on a fait les premiers rendez-vous avec Tatiana, du coup, au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, bon, alors, pour recontextualiser, moi, je suis partie en décembre en congé maternité. Donc, de juillet à décembre, ce qu'on a pu mettre en place, effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment les premières étapes. Là, mes équipes ont continué pendant que je n'étais pas là, donc à creuser vraiment tout ce qui est prospection en Allemagne, etc. Donc, pour le moment, de manière totalement transparente avec vous, je ne saurais pas vous dire précisément les chiffres qu'on a obtenus suite à ça. Mais par contre, sur le marché du Royaume-Uni, on a déjà pu travailler avec un de nos revendeurs sur place et on a fait un chiffre d'affaires de 300 000 €, 30 000 € en un mois. Donc, on est en adaptant tous nos contenants, etc., au marché britannique et en adressant, comme Tatiana disait, plutôt orienté sur la bière, les stades et où la consommation de gobelets réutilisables est la plus logique pour nous. Et en se focalisant du coup sur les bons marchés, on a déjà pu avoir une croissance de 30 000 € avec un seul revendeur. Donc, si on en a de plus en plus, le marché du Royaume-Uni, pour nous, serait vraiment très intéressant et très rentable. Et c'est ce qu'on va mettre en place dès mon retour le mois prochain. Okay. J'avais la même question au Curie. Pardon, Lizzie. Le chiffre d'affaires chez Wobbs, global, s'il vous plaît? Global, on a clôturé à 10 millions € l'année dernière. Ok, merci. Ouais, moi, j'avais la même question. Quels étaient les retours sur les premiers exemples que vous avez cités? Au bout de combien de temps, justement? Parce que si ça vient de se faire, je comprends qu'il n'y ait pas de retour. Voilà, donc pour être transparent avec vous, l'Allemagne, je ne saurais pas vous dire, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails pendant mon absence, mais sur le Royaume-Uni, effectivement, en développant et en proposant les bons produits, c'est là où je peux vous citer des données chiffrées. Donc, effectivement, en un mois, on avait réalisé 30 000 € avec un revendeur qu'on avait déjà. On ne partait pas d'un prospect à froid, c'est un revendeur avec qui on a du coup repris contact et qu'on a adressé le bon produit au bon marché et qu'on a aussi orienté pour lui proposer de grossir avec nous sur son marché. En fait, c'est des super questions parce que
on me pose toujours, en fait, pas toujours, mais souvent, la question, mais quelle est la preuve que vous faites cette étude et ça va être vrai? Ah, d'abord, on n'a pas de vidéocristal, il n'y a pas de garantie. C'est une méthode plus, disons, académique, scientifique, prouvée, mesurée, parmi plein d'articles de recherche que je mets en pratique à travers un outil plus vraiment pragmatique pour les PME. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de recherche académique pour faire ce que je fais. Tatiana, Oui. il y a une question de Christophe. Il pose la question, est-ce que vous identifiez aussi les barrières normatives administratives? Très bonne question. On essaie d'aller au maximum, donc pour aller chercher les barrières administratives, surtout quand on a des produits. Quand on a des produits, c'est un peu plus facile parce qu'on a un code douanier. Et avec le code douanier, on peut identifier voilà, des choses qui sont un peu plus faciles, comme les droits de douane et la totalité de taxes à l'importation. Mais on peut aussi regarder la quantité de réglementation, le nombre de réglementations et des documents à fournir pour pouvoir importer dans tel pays, y compris quelles normes il y a. Donc, on peut aller jusque-là. C'est des barrières non tarifaires qui sont très difficiles à mesurer la complexité, mais oui, on fournit ce type d'informations. Ce qui est aussi en dehors de, c'est une très bonne question parce qu'en dehors de ça, on va aussi regarder les concurrents. Avec Audrey, par exemple, on a regardé les concurrents dans chaque pays. Les concurrents, souvent, pour les produits innovants, ils prédisent qu'il y a un succès, qu'il y a une demande. Bien sûr que quand il s'agit de produits où déjà tout le monde est là, donc c'est saturation, donc il n'y a pas d'innovation, là on est sur une guerre de prix. Mais quand il s'agit de produits innovants, comme c'est le cas de Wobbs, oui, les concurrents prédisent aussi de la demande, donc on regarde aussi la concurrence. Donc on regarde la réglementation. À notre niveau, ce qui est possible quand on a les 10, 20 pays. Donc, cette recherche, elle est faite, on peut, voilà, tout en étant très humble, on couvre ce sujet-là sans pour autant pouvoir faire une analyse très, très, très détaillée. Cette analyse-là, je la recommande de le faire sur le top 3 pays ensuite, par la suite. Donc, je regarde le temps. Et on peut passer pour le prochain intervenant. Merci beaucoup, Audrey, de ta disponibilité encore une fois. Avec plaisir. Merci à vous et puis merci encore pour tout le travail que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on continue. Donc, on va continuer avec un cas réel que Stéphane m'avait proposé de dire, bah, écoute, prenons une société et faites-lui cette étude pour cet atelier. C'est notre investissement pour démontrer ce qu'on peut faire, comment on peut faire. On a pris l'exemple de Sabi Agri, qui s'est prêté à le jeu. Et c'est Camille est là. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Peut-être on commence d'abord avec la présentation de la société. Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. Donc du coup, nous, on est concepteurs et fabricants de tracteurs et de robots qui sont 100% électriques et à destination de l'agroécologie. Donc notre but, c'est vraiment, au travers d'agroéquipements adaptés, d'accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique. Et du coup, on se distingue par rapport aux tracteurs thermiques conventionnels qu'on va remplacer par des performances environnementales qui sont plus élevées, notamment en termes d'atténuation du changement climatique, de préservation des sols, mais aussi d'un point de vue économique, grâce à une sobriété énergétique, et d'un point de vue social, avec un meilleur confort voilà, des produits. Donc, c'est un peu une présentation rapide et générale si on se positionne par rapport au secteur de l'agroéquipement. Très bien, très bien. Et votre rôle au sein de la société? Oui, du coup, moi, je suis responsable du développement et de l'impact chez Sabi Agri et je m'occupe de la phase amont sur l'export, sur la recherche de marché, d'opportunités, voilà, et les premiers contacts. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi l'historique de Sabi Agri pour tout ce qui est à l'internationalisation? Oui.
Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, on est bien implanté en France avec un réseau de distribution et on a commencé le déploiement à l'international en 2021, il me semble. Et donc, du coup, pour cela, on avait commencé par une étude de marché sur notre stratégie qui nous permettait, en fait, à l'Europe de voir les premiers pays qui pourraient être potentiellement intéressants. Donc, on était parti en premier sur l'Italie, voilà, et la Suisse. Et donc, du coup, on est en phase de négociation finale avec des distributeurs, voilà, aujourd'hui. Et pour se déployer à l'export aussi, on utilise tous les outils de la Team France Export, voilà, pour faire des études de prospection, des boosters, voilà, tout ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur le lancement de l'Europe de l'Ouest. On a lancé cette année tout ce qui va être pays du nordique de l'Europe comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. Voilà. D'accord. Et donc, ces pays-là, vous les avez identifiés auparavant, c'est ça? Vous avez fait différentes études pour On les... avait fait une étude de marché globale, ouais. Ah, ok. Et donc, vous avez financé ça, n'est-ce pas? Alors oui, effectivement, dans notre stratégie de déploiement à l'export, on utilise les financements, donc les financements qui existent au travers de l'assurance prospection, que je pense que Stéphane présentera tout à l'heure. Donc, on a sollicité 3 assurances prospection actuellement. Voilà, une pour l'Italie qui s'est clôturée là en début d'année, une pour tout ce qui va être pays du Nord, et on avait aussi commencé un peu à prospecter les États-Unis. Voilà, donc ça nous permet d'accélérer à la fois le déploiement et de couvrir le risque à l'export. Et en termes de financement, on est aussi lauréat French Tech 2030 Export, ce qui nous permet d'avoir 50% de réduction. Enfin, il y a des subventions sur toutes les études qu'on peut faire par Business France sur le déploiement à l'export. Excellent, super, super. Et donc, on arrive un peu à cette pratique, on a fait la sélection de pays prioritaires avec nous. Et donc, avant qu'on s'est connus, quels étaient vos critères clés, la logique pour la sélection de pays? Alors, il y avait différents critères. Un des premiers critères, c'est sur l'agricole, en fait, regarder des pays où il y a des cultures spécialisées, puisque c'est le marché cible qu'on a. Donc, les cultures spécialisées, ça va être essentiellement viticulture, maraîchage, arboriculture, horticulture. Donc, on va regarder la SAU, enfin la surface agricole qu'il va y avoir sur ça. Ça va être aussi l'appétence et pour l'agriculture biologique dans les pays, la mise en place d'agriculture durable, évidemment le nombre d'immatriculations d'agroéquipements, le pouvoir d'achat des agriculteurs, pour voir s'ils vont avoir l'argent pour financer l'achat d'un produit, comment va être leur renouvellement de matériel, voilà. Et aussi, pour commencer, puisqu'on commence le déploiement, on avait aussi un critère qui était vraiment se focaliser sur l'Europe avec des pays limitrophes qui vont avoir un peu le même type d'opération culturelle que nous et un comportement d'achat qui va un peu être équivalent par rapport à la France au niveau des agriculteurs. Ok, super, super. Donc nous, on a fait un peu, comme on a cette promesse de qu'on fait les études en moins de 2 semaines. Avec Camille, on fait le lancement il y a une semaine et on lui a livré le résultat lundi, je pense. Et après ensuite quelques ajustements, mardi soir, l'étude a été finalisée. Et donc, on va vous la montrer à tous. Donc, les pays que Camille a présélectionnés, c'était l'Allemagne, l'Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse. Pourquoi ces pays, Camille? Alors parce que du coup c'est des pays d'abord de l'Europe de l'Ouest, c'est le premier marché qu'on vise, avec des pays où il y a à la fois beaucoup d'agriculture, de l'agriculture biologique comme en Italie, en Espagne qui sont les leaders, mais aussi des leaders de l'agroéquipement en Europe comme l'Allemagne, l'Italie. Et ensuite les pays de l'Est qu'on peut voir sur la carte, c'est parce que ce sont des pays qui développent beaucoup la viticulture on entend souvent que voilà, c'est des marchés porteurs qui arrivent voilà, avec un besoin de mécanisation important qu'il va y avoir sur ces marchés-là. Et donc, vous vous posez la question, est-ce que tout ce qu'on entend, c'est vrai? Voilà, Et exactement. qu'est-ce que ça représente réellement? Et donc, Stéphane, toi, tu voulais qu'on pose des questions au public? Vas-y. Ouais, gentiment pour s'amuser, hein, par rapport à ces 10 pays que vous avez sous les yeux, quels sont vos pronostics si on devait retenir 1, 2 ou 3 pays par rapport à ce que vous avez entendu de la description de l'activité de Sabi Agri
de leur pré-priorisation et de leurs ambitions, quels seraient les top 2, le top 3 des pays, dans l'ordre ou dans le désordre, hein, mais c'est juste pour s'amuser, quoi. En fait, c'est pour faire le match entre le conscient, l'inconscient, les habitudes, ce qu'on pense, et puis quand on lève le capot, qu'on regarde dans le moteur de ce réacteur Prime Target, on voit des Oh là choses là. différentes. Alors, Espagne, Euh, Christophe, Espagne, Ouais, vous Belgique, pouvez mettre dans Roumanie, le voilà, chat. c'est intéressant, ça part dans des sens différents. OK. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parce que moi, je ne vois pas le chat. Donc, tu peux nous dire. Alors, j'ai Espagne, Italie. Ensuite, j'ai Pays-Bas, Espagne. Ensuite, j'ai Espagne, Autriche, Allemagne. Donc, c'est rigolo, sur les 3 premiers intervenants, l'Espagne ressort à chaque fois. Ensuite, j'ai Christelle qui dit Belgique, Roumanie. Ensuite, Adeline qui dit Allemagne, Pays-Bas, Roumanie. Ensuite, OK. j'ai Florence qui dit la Suisse, j'ai Mourad qui dit Pays-Bas, Espagne, et j'ai Aude qui dit Espagne, Italie, Roumanie. Et j'ai Chantal, bonjour Chantal, qui dit Pays-Bas, Belgique, Allemagne. Voilà, c'est drôle, c'est marrant ce jeu spontané comme ça. Oui, oui, oui. Et en fait, il faut garder en tête, donc on va procéder à montrer le résultat. Et en fait, il faut garder en tête que Camille n'est pas, n'est pas un client qui ne connaît pas la sélection des pays parce qu'elle l'a déjà fait, comme je disais, elle l'a déjà fait par elle-même. Donc, elle comprend très bien la méthode. Et donc, on va lui poser la question après, qu'est-ce qu'elle en pense. Mais voilà, on va appuyer, on va aller directement sur le logiciel. J'espère que ça va marcher. C'est toujours la peur. Voilà, et c'est bon, ça marche. Donc, en fait, comment ça fonctionne? En fait, bien sûr que ça se présente sur un PPT aussi, mais là, on va voir la version sur l'écran. J'essaie quand je minimise, il disparaît complètement et après, je peux revenir. Bon, très bien. Donc, on va voir. Donc, le classement, suite à notre étude, est le suivant. En fait, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on a une boule de cristal. Tout ça, c'est à travers des données. On va vous montrer quelques données. Mais le classement final, c'est l'Allemagne, Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, Royaume-Uni. Et en fait, on a fait beaucoup de travail avec Camille et Charlie est ici présent pour arriver à ce résultat. Et comme vous voyez, en fait, on a initialement, c'était la première version, c'était l'Allemagne, Italie, Espagne, et ensuite Royaume-Uni et après Pays-Bas. Mais après avoir discuté longuement avec Camille sur les pondérations et sur les indicateurs qu'on a utilisés, finalement, on est arrivé à ce résultat-là. Donc, vous voyez en fait sur la plateforme et sur le résultat, si vous le recevez et celui que Camille a reçu, on commence avec un résumé du travail qui a été fait. On a le classement avec des recommandations qui sont toujours écrites en bas du visuel, donc des visuels assez simples à voir qui se consultent. Et vous allez voir qu'en fait, pour arriver à ce classement, il y a comme on dit, un réacteur composé de plein de variables et qui a été pris en compte. Et chaque pays, il performe ou sous-performe sur certains points. Par exemple, on voit que l'Allemagne a pris sur l'économie 90 points, sur l'accès au marché 66 points, clientèle potentielle 63 points, développement durable 100, donc le meilleur pays. Tendance de croissance 18. La croissance, c'est pas super en Allemagne, ça on le sait. Et donc, en fait, on a pris en compte plein d'indicateurs, on les a pondérés. Donc, vous voyez certains indicateurs qu'on a pris en compte. Et suite à cette pondération-là, on a obtenu le résultat que vous avez vu avec un sous-classement qui est par catégorie. Donc, on voit du point de vue client, quel pays a gagné, du point de vue accès au marché, quel pays a gagné, du point de vue croissance, quel pays a gagné. Par exemple, la Roumanie, je comprends pourquoi le choix de Roumanie a été fait par certains, parce qu'on entend beaucoup. C'est vrai qu'il y a une belle croissance, mais du point de vue taille du marché, regardez, la Roumanie, c'est numéro 9. Donc il y a plein d'indicateurs à prendre en compte pour arriver à ce classement.
Des indicateurs qui ont parlé à Camille, c'était le nombre d'immatriculations de tracteurs agricoles dans chaque pays. On a obtenu ces données sur 2 ans. Ensuite, le prix par unité des imports depuis le monde pour les tracteurs de la taille de tracteurs que Sabé Agro propose. Et on a regardé aussi l'évolution. Donc, c'est le prix moyen pour les importations. Le nombre d'exploitations agricoles entre 5 et 50 hectares, ce n'est pas les seuls clients pour Sabé Agri, mais c'est un peu les clients prioritaires. En fait, et oui, superficie consacrée à l'agriculture biologique. On va donner la parole à Camille après pour nous commenter un peu tous ces indicateurs. Mais voilà, on a essayé de mesurer à travers un nombre d'indicateurs quel pays serait plus pertinent, plus acheteur pour les produits que Sabé Agri propose. Par exemple, la valeur de production de légumes et fruits et fleurs et plantes, c'est parce que c'est ce type de cultures qui sont les plus génératrices de valeur ajoutée et qui vont plus être intéressées pour investir et acheter les tracteurs de Sabé Agri. Donc, il y a une logique derrière qui est prise en compte. Et donc, sur notre plateforme, on présente le ranking, on présente aussi toutes les données qui ont été prises en compte, comme les exportations depuis la France, sur différents comptes douaniers qui nous ont été donnés par Camille, les importations depuis le monde, pour aussi les codes douaniers qu'il nous a donné Camille, notre perception d'accès au marché, qui se base sur différentes statistiques qu'on a validées ou encore avec Camille, la concurrence. C'est vrai que les concurrents ne sont quasiment pas présents, donc cet indicateur a été très peu pris en compte parce que, en fait, le tracteur de Camille n'est pas disponible pour l'instant, sauf par eux. Donc, en fait, les concurrents n'ont pas encore lancé des produits similaires à eux. L'analyse de risque pays. Et donc, tout ça nous a amené, comme vous avez vu, à ce classement que Camille a retenu comme classement qui lui convenait. Camille, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que je dis et nous dire qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc du coup, c'est une méthodologie qui nous a semblé, qui me semble vraiment très très pertinente. Globalement, en fait, comme Tatiana le disait, c'est très rapide et en fait, ça donne des résultats que nous on a eu avec une étude de marché qui nous a pris plusieurs mois. Donc c'est vraiment top puisque ça valide en fait toutes les actions qu'on a été lancées, ça nous permet de poursuivre et la méthodologie est vraiment top parce que voilà, Tatiana a présenté toute la phase de l'utilisation de l'outil, mais il y a toute une phase où on apprend à se connaître, on présente l'entreprise, on présente tout ce qui va être les besoins, les produits, où c'est qu'on en est, où c'est qu'on voudrait aller. Et c'est grâce à ça que du coup, Tatiana elle peut permettre d'ajouter des critères et de faire de mettre tous les critères sur le logiciel pour le mettre en place. Et pendant toute cette phase de logiciel, on va aussi intervenir pour pouvoir proposer de nouveaux critères, pour pondérer les critères, dire lesquels sont prioritaires pour nous. Et tout ça, ça va durer jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats qu'on pense être le mieux, parce qu'effectivement, il y a tous les résultats qui sont donnés par les data et par le logiciel, mais on prend aussi en compte en fait l'humain, les connaissances qu'on a, tout ce qu'on a pu emmagasiner jusqu'alors qu'un ordinateur ne voit pas en tant que tel. Donc voilà, c'est vraiment pas qu'un outil IA, il y a aussi toute l'expérience utilisateur et expert qui rentre en compte et c'est vraiment top aussi de faire cette pondération, d'ajouter des critères et on voit qu'effectivement en fonction des pondérations des critères, il y a tout qui peut changer. Tout qui peut changer, exactement. Voilà. On touche un indicateur, donc vraiment il y a bien sûr notre expertise dans collecte de données. On achète plein de données, ce n'est pas des données qui sont sur l'étagère. On s'abonne à plein de bases de données pour pouvoir notamment répondre à chaque problématique de chaque entreprise, de chaque secteur d'activité et analyser n'importe quel pays. Donc, pour répondre aux questions, quel pôle de data on utilise UN Comtrade pour tout ce qui est statistique des exportations. Après, on a une trentaine d'autres différentes sources auxquelles on s'abonne. Mais par exemple, une des sources pour les données multisectorielles, on utilise beaucoup Statista aussi pour
Mais bon, pour tout le monde, c'est pertinent. Par exemple, pour Camille, pour Sabi Agri, on allait garder des données du secteur agricole qui sont pertinentes et Statista, par exemple, ne fournit pas ce type de données, presque pas. Donc, pour chaque entreprise, ça va être des sources différentes et on s'abonne au maximum de sources de données pour pouvoir fournir ce type d'études. Je vais continuer, on va prendre les questions peut-être à la fin parce que je vois que le temps file et on va revenir sur les questions et questions pour Camille tout à l'heure. Donc, merci beaucoup Camille. On aura Avec encore des plaisir. questions pour Merci toi, beaucoup. ça c'est sûr. Juste pour avancer, je sais qu'il y aura la question par rapport au tarif, donc je vais vite l'adresser. Et on rebondit naturellement vers toi, Stéphane. Donc, par rapport au tarif, donc vous voyez, j'ai construit des offres hyper faciles à comprendre. On en a les 5 pays que vous choisissez, hein, 10 pays que vous choisissez, 20 pays que vous choisissez, et on vous aide à les analyser et choisir les meilleurs. Donc, c'est des tarifs, encore une fois, que je considère qui sont abordables pour des PME et ETI par rapport aux tarifs que je connais dans le secteur privé du conseil un peu plus spécifique pour les grands groupes. Et en fait, c'est des frais qui sont éligibles par l'assurance prospection. Et on va vers toi, Stéphane. Ah oui, avant qu'on va vers Stéphane, vous voyez, vous allez recevoir mes coordonnées dans la plateforme. Et si vous avez participé à cet atelier, vous aurez 20% de réduction sur notre étude. Stéphane, on est à toi. Oui, merci Tatiana encore une fois. Moi, je vous propose de garder précieusement les coordonnées de Tatiana. Si vous les perdez, ben, vous m'appelez et puis je vous les donnerai. Cette présentation vous sera transmise, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais là, c'est un petit panorama pour vous rappeler le champ des possibles pour vous donner le coup de pouce. Et s'agissant de notre affaire Prime Target, cette prestation, son coût peut être pris en charge par l'outil qui s'appelle chez nous Assurance Prospection. Et sur la diapo d'après, vous allez voir à peu près comment ça marche. Et avant cela, je vous livre ce que j'ai adressé aux banquiers pour leur rappeler notre champ des possibles. Soignez vos banquiers, vos partenaires financiers avec BPI France. On travaille ensemble, on travaille de pair. Ils sont appétents à recevoir notre contre-garantie par rapport aux encours court terme ou moyen long terme qu'ils vous mettent à disposition, soit pour financer des OPEX, soit pour financer des CAPEX. Donc, cet état des lieux que je leur ai transmis, eh ben, par effet miroir, ce qui leur profite à eux, forcément, ça vous profite à vous, puisque cet outil, en fait, se veut être un ensemble de solutions pour faciliter l'octroi du crédit. Money is king, comme on a l'habitude de dire, c'est ce qui vous permet de faire le game. Donc, vous avez cette diapo et un petit focus sur la diapo suivante s'agissant de l'assurance prospection. Pour faire court, c'est quoi? C'est un outil assurantiel facile et rapide à mettre en place. Ceux qui ont pu être vaccinés par une certaine période avant 2017, ben, dites-vous que ça a changé. Aujourd'hui, c'est plutôt hyper simple. C'est un outil assurantiel pour couvrir le risque d'échec commercial que l'on va constater, que l'on va matérialiser au terme de 5 ans, c'est-à-dire au début de la 6e année. Généralement, ça se passe à peu près comme ça. Donc, ça veut dire qu'on peut fabriquer un temps d'acquisition client de 5 ans. Pour rebondir sur ce que disait Tatiana, qui était sur des horizons d'1 an ou 2, vous voyez, on peut faire encore mieux. Voilà. L'idée, c'est de construire une enveloppe de dépenses qui est prévisionnelle, donc elle est fausse, mais on va essayer de la faire la moins fausse possible. Et puis, vous avez libre jeu pour dépenser comme bon vous semble, au rythme qui vous agrée.
cette enveloppe de dépenses de prospection. Le champ d'éligibilité est très large. Pour plaisanter, mais lorsque vous lirez cette longue liste de dépenses éligibles, vous verrez qu'à peu près, il n'y a que les dépenses somptuaires et les caisses de champagne et d'alcool ou autres spiritueux qui ne sont pas éligibles à l'assurance prospection. C'est un outil vraiment qui se veut un accélérateur pour soit les primo-exportateurs, soit des entreprises plus habituées. Voilà, donc je ne m'étends pas plus, je suis en mode teasing. S'il y a besoin pour ceux qui ne connaissent pas, mais je sais que plusieurs d'entre vous connaissent, ben on en reparle. Voilà. L'idée de mon propos, c'est il faut y aller. L'export est la solution pour vous diversifier. Alors bien entendu en termes de pays, hein, par essence, mais en termes de clientèle, et l'export est source de marge. Voilà, donc faut y aller. Je ne m'étends pas plus. L'outil d'assurance prospection, il faut le flécher sur un pays. Donc, le choix du pays, il est très important encore. Et on revient sur, par exemple, quand on regarde la période de prospection, la période de franchise qui est donnée par la BPI. Donc, on a déjà pris en compte le fait que, en fait, on ne va pas attendre que vous vendiez l'année 1 ou l'année même 2. Donc, on sait, les banquiers, ils savent que ça prend 2 à 3 ans pour générer ce chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà pris en compte dans l'assurance de prospection. Et donc, ils vont toujours vous poser quand même la question sur quel pays vous voulez prospecter. Donc, on ouvre maintenant le temps de questions et des questions et des réponses. J'ai vu qu'il y avait une main qui était levée. Est-ce que vous avez des questions? C'était moi, Tatiana et Stéphane. Je voulais juste rajouter par rapport aux données, parce que en voyant les informations, en fait, les données sont toutes les mêmes pour tous les pays. Des fois, on a des différentes données à travers certains pays parce que on ne trouve pas les mêmes. Et chez Prime Target, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même comparaison avec les mêmes sources de données. Et ça, je trouve ça très pertinent, en tout cas dans cette partie-là. Oui, il faut avoir, on essaie de rester très rigoureux sur la qualité et la comparabilité de la donnée pour tous les pays. Et ça, c'est quand même assez difficile. C'est pour ça qu'on limite à 20, parce qu'au-delà de 20, c'est très difficile d'avoir la même donnée sur tous les pays pour faire des études de qualité. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a respecté le timing. Ouhou! Il y avait des questions dans le chat. Moi, j'avais posé la question de qu'est-ce qui vous différencie d'autres études de marché ou d'autres acteurs. Bon, j'ai compris que c'était la réactivité et la rapidité, puisque visiblement, ça va très, très vite. Et l'expertise, parce qu'on a ce logiciel qui nous aide. Donc, on a une méthode assez calée par rapport au comment faire la recherche, l'intégration. Donc, on est devenu expert dans la priorisation de pays. C'est notre métier, on fait que ça, priorisation de pays. Et au fait qu'on a ce logiciel qui nous aide à être très rapide, efficace, mais aussi cette expertise qu'on a développée dans cette niche d'activité d'accompagnement à l'international. Je dirais que ça. Merci. Et bien sûr que tout l'achat des données, comme on est très, 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 on a ciblé cette activité, on a pu investir, pas que dans notre outil, mais aussi dans l'achat de la donnée. Donc, comme on fait que ça, donc je disais, on a 60, 100 études par an. Et donc, pour ça, on peut se permettre d'acheter des bonnes données pour fournir de la qualité comme données. Et même le fait qu'on vient de ce segment d'activité, moi je suis dans ce domaine depuis plus de 25 ans maintenant, et donc moi je connais absolument d'où chercher, et quelles données et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour la prise de la décision. Et donc voilà cette expertise qui nous permet d'agir de cette manière. Merci Chantal. Christelle, tu avais une question? Oui, j'avais une question en fait, Tatiana, au-delà de
cette étude, donc, qui est très courte, hein, puisqu'effectivement, tu peux remettre des résultats très rapidement. Est-ce que tu proposes derrière ou est-ce que tu as expérimenté un suivi avec certaines entreprises qui ont pu alimenter en fait les résultats et redonner peut-être d'autres données au fil des actions de prospection, par exemple, hein, et qui ont pu après réorienter peut-être les démarches. Voilà, juste savoir si dans le temps, est-ce que tu suis certaines entreprises dans le temps? Certaines entreprises, oui, j'essaie de prendre des nouvelles et de voir s'ils avancent dans la direction dans laquelle nous avons arrêté. Par exemple, l'exemple, c'est Laboratoire Astellia. C'est une des sociétés que j'ai accompagnées aussi avec BPI France, avec qui on a lancé le développement en Afrique, mais aussi en Europe et les États-Unis. Et on fait des points réguliers mais en fait, ça dépend du dirigeant. Mais ce que me dit Laboratoire Astellia, c'est qu'ils suivent plan d'action que nous avons décidé, ils sont confiants et ils continuent à croître des parts de marché dans les marchés sur lesquels on a décidé d'y aller. Donc oui, quand c'est possible, je garde le lien avec les entreprises qui me donnent un avis et un retour sur ce qui a été fait. Ouais. Tatiana, il y a Mourad qui nous pose la question suivante. Est-ce que ça marche aussi bien lorsque nous sommes sur des matières premières ou des produits semi-finis? Je pense que oui, parce qu'on a fait déjà des matières premières. Vous faites des matières premières, c'est ça, Mourad? Oui? Oui, enfin, c'est des produits semi-finis, enfin, on va dire, pas vraiment de Oui. matières premières, mais toi, des fournitures qui sont destinés à des industries, on va dire. Oui. On en a fait déjà, donc a priori, on peut répondre, mais on peut se prendre un rendez-vous tête à tête pour voir. Si on ne peut pas le faire, on ne va pas le faire. Je vais être très, très, très honnête avec vous. Mais on n'a pas eu encore des cas de cette marque sur lesquels on ne peut pas répondre. Mais si on n'a pas le moyen de le faire, on ne le fera pas. Merci. Donc, avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Je vais projeter peut-être encore une fois juste une chose. 2 secondes. Je ne suis pas la plus douée, peut-être, mais je voulais juste finir plutôt avec remerciement à Stéphane. Stéphane, merci beaucoup pour cette occasion. Merci à toi. Oui, merci Audrey de ta participation. Je ne sais pas si elle est toujours là. Et merci beaucoup Camille de votre disponibilité et de l'échange. C'était super passionnant, intéressant. C'est un secteur hyper technique, mais vraiment merci de votre disponibilité. Et merci Tanguy. Merci pour ta disponibilité et ta participation. Merci à tous. Merci Tatiana, bonne journée. Eh oui, bonne Merci, journée. bonne journée. Merci Bonne journée. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.